Voilà, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce soir, une conférence en ligne pour toutes les personnes qui ne pouvaient pas être présentes aux quatre conférences organisées entre 2024 et 2025 sur le thème Sassenage en résistance. Les conférences avaient pour thème la résistance à Sassenage et autour de Sassenage. Et au fur et à mesure de mes recherches, je mettais au courant donc toutes les personnes qui me suivaient. Et puis, je partageais les documents et les découvertes. Donc, ce soir, on va voir l'ensemble de ces recherches qui ont été publiées donc, dans un ouvrage qui est paru le 3 octobre 2025 lors d'une conférence à la mairie de Sassenage. La conférence de ce soir est organisée par l'association Les Côtes de Sassenage, dont vous voyez quelques captures d'écran du site internet. Et sur le site internet, à la page 5, vous pouvez retrouver toutes les anciennes conférences qui ont eu lieu, notamment pendant la période du Covid. Elles concernent principalement les côtes de Sassenage, Pierre Dalloz, Henriette Groll, La Peintre, le château de Beaurevoir. Voilà. Alors, la genèse de cet ouvrage, dont vous voyez sur la partie gauche l'image de la couverture avec moi-même, c'est un article du Dauphiné paru récemment qui annonce donc que mes recherches sont enfin publiées dans un ouvrage en cours de parution. Donc cet ouvrage, si vous voulez vous le procurer, c'est auprès de l'auteur, moi-même, mais également auprès de la boutique des produits locaux à Sassenage, les Locavors, et auprès du tabac presse de l'Ovalie. La genèse de l'ouvrage, eh bien, tout simplement, une journaliste du Dauphiné m'a contacté dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération. Elle souhaitait faire une série d'articles sur Sassenage et elle savait que j'avais publié plusieurs ouvrages. Donc, me suis mis en relation avec elle et une série de presque 10 articles a été publiée tous les jeudis entre juin et août 2024. Moi, je fais parallèlement des interventions dans les écoles et puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un manque. Il y avait un besoin d'avoir un ouvrage sur la résistance à Sassenage parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, je me suis remis à faire mes recherches, commencé en 2005-2010 sur ce sujet que j'avais laissé un petit peu en suspens. Je me suis fait prendre au jeu. C'est effectivement très passionnant, mais très vite, c'est devenu chronophage et je me suis vite fait déborder par les multiples pistes que j'ai ouvertes. Donc, sur la période de mars à août 2025, j'ai travaillé quasiment tous les jours dessus pour arriver enfin à le publier en un temps record. Donc, début septembre, le fichier est à l'imprimerie. La publication, c'était le 3 octobre, donc c'est tout récent. Alors, c'est un sujet très intéressant, la résistance. C'est 4 années de l'histoire de France, mais 80 ans après, il y a encore beaucoup d'encre qui coule sur le sujet parce que toutes les plaies, elles ne sont pas vraiment refermées, notamment quand on va dans les familles. Au tout début, on a un bon accueil. Et puis parfois, on se retrouve avec des personnes un peu réservées parce qu'on a toujours peur de ce qu'on peut retrouver dans les placards de l'histoire. Quelques articles parus donc au cours de l'été 2024 sur l'emblématique maire de Sassenage, rue Louis Reverdy, Pierre Dalloz et puis son épouse Henriette Groll ou François Luy. Donc ce présent ouvrage, il a été publié dans un esprit qui consistait à collecter des documents, des photos auprès des familles pour enrichir la mémoire collective. Et puis la publication, tout simplement pour faire connaître l'histoire locale, notamment dans les écoles. Ça permet d'avoir un support pédagogique. Et puis, moi, je ne suis qu'un maillon de cette chaîne mémorielle. J'ai ouvert beaucoup de pistes et puis j'invite les historiens professionnels ou amateurs qui vont me succéder à enrichir cet ouvrage et ses recherches. Alors, toutes ces recherches, elles sont partagées, c'est le but.
lors de conférences, comme ce soir, lors d'interventions dans les écoles, de publications dans la presse, de visites sur site aussi. Vous pouvez voir sur le diaporama donc, les lieux et également mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un message. Donc, pour ceux qui n'ont encore pas mon adresse mail. Lors des conférences, il n'y a pas que moi qui parle. L'intérêt, c'est d'avoir des témoins de l'époque, comme par exemple Alain Boeuf, qui est le petit-fils de Louis Reverdy et qui était présent le jour de l'arrestation de son grand-père sur la place du village. Robert Rostaing, qui était présent le jour de la Libération sur la place qui est devenue la place de la Libération. Et puis, plein d'autres témoignages assez émouvants qui ont marqué la plupart de ces conférences. Donc, je tiens à les remercier vivement pour leur présence, pour avoir partagé tous leurs souvenirs, pour m'avoir ouvert leurs archives personnelles. Et puis j'ai une pensée pour Pierre Gianès et Christian Faure qui nous ont quittés cette année. Je vais vous parler de partage. Voici quelques photographies prises dans les salles de classe et en particulier sur la partie gauche, vous pouvez voir donc la classe du CM2 de l'école des Côtes de Sassenage avec Alain Boeuf qui est venu avec moi-même le 15 avril 2025 pour partager avec les enfants ses souvenirs. À l'époque, il avait 6 ans, donc il s'est vraiment mis à hauteur des enfants. Et puis l'échange avec eux a été très enrichissant pour tout le monde. Je me suis rendu également à l'école du hameau du Château les années précédentes et puis en 2024 au collège Fleming pour qu'un groupe d'élèves réalise les panneaux d'exposition que vous voyez qui ont été exposés à la mairie de Sassenage pendant l'été 2024 lors de l'exposition Sassenage en résistance, 80e anniversaire de la Libération. Les enfants aussi parfois font des jeux. Donc ça, c'est des projets pédagogiques qui durent 1 an, 2 ans, et puis qui mobilisent toutes les classes. Moi, j'interviens pour partager mes connaissances, mes recherches sur Sassenage. Donc là, vous voyez, il y a un jeu de plateau, et puis il y a toute une série de questions sur Sassenage, et donc il y a une série de questions sur la résistance. Ça, c'était l'école du hameau du Château. Et puis, c'est l'association Histoire 2 qui pilotait tout ça. Donc, vous voyez que les recherches ne restent pas dans mes classeurs ou dans les pages de mon ouvrage qui ira ensuite sur un rayonnage de bibliothèque. C'est de l'histoire vivante. Des randonnées historiques. Donc, c'était le 3 et 4 octobre, le lendemain de la présentation de l'ouvrage. Il est toujours très intéressant de se rendre sur site pour visiter. Là, on a la chance d'avoir eu une reconstitution. C'est la photo du haut. Donc, la visite, c'était sur le plateau de Gèves, sur la commune de Autran. Nous avons fait le circuit refuge de Gèves, stèle de l'avion, cabane des Carteaux. Et au Carteau, vous pouvez voir la reconstitution d'une cabane de maquisards, reconstitution qui a été faite en juin 2024, donc c'est tout récent. Les coulisses du livre. Certains me posent beaucoup de questions sur le fait d'avoir beaucoup de documentation. Tout ce qui a été publié dans l'ouvrage est basé sur des documents probants ou des témoignages qui ont été recoupés avec un grand nombre de témoins. Donc, c'est normalement indiscutable tout ce qui est écrit. Là, c'est le bâtiment des archives départementales. Vous voyez qu'on peut travailler dans de très bonnes conditions. Les archives sont très bien tenues et elles sont numérisées. Donc, vous avez des archives papier, comme vous pouvez voir sur la partie gauche, et des archives numériques. Là, en l'occurrence, l'archive numérique, c'est les fameuses listes de juifs que nous verrons tout à l'heure. Les recherches, c'est également dans les cimetières, puisque mon objectif était de retrouver les résistances sassenageois. Et il y a un signe distinctif, tous ne l'ont pas, mais la plupart l'ont, c'est le fameux chamois des FFI du Vercors.
Toujours les coulisses du livre, les archives. J'ai trouvé également beaucoup de documentation auprès des archives historiques de l'armée. Le dossier, par exemple, du maire Louis Reverdy, et un tout autre dossier. J'étais très content de le trouver parce que j'ai cherché pendant très longtemps des femmes résistantes. Et à Sassenage, nous avons deux personnes, Jacqueline Groll et sa cousine, qui ont été médaillées de la résistance. Et j'ai pu retrouver donc à l'Hôtel des Invalides à Paris le dossier de proposition pour la médaille de la Résistance. Donc des archives très diverses, des archives sous format de livres, puisque certains maquisards ont couché par écrit leurs mémoires. Les mémoires, elles peuvent être très diverses, comme celle de Pierre Dalloz, donc à l'origine du plan montagnard, ou celle de maquisards de terrain, tels Marc Serratrice ou Gilbert Joseph. Ça peut être aussi des livres édités récemment, comme celui de Raymond Perret, dont le père a été résistant et qui a collecté beaucoup de témoignages, notamment sur la bataille de Saint-Nizier. Sur la partie droite, vous avez des publications familiales, donc qui restent dans le cercle privé. C'est les témoignages, par exemple, de Madame Angèle Rosenberg, qui était réfugiée juive à Sassenage et dont la famille était très active dans la résistance. Et puis, c'est également, alors là, c'est édité sous un format d'ouvrage, c'est Madame Pufal-Rostin qui nous partage tous ses souvenirs. Elle était originaire de Russie. Et donc, c'est le parcours de tous ces réfugiés, de tous ces déplacés. Son père était prisonnier de guerre aux carrières de Sassenage. La chronologie, nous allons évoquer la période 40-44, bien sûr, avec les points qui nous intéressent, en l'occurrence sur Sassenage. Donc, je vais parler de la bataille de Voray, puisque c'était non loin de Sassenage, les chantiers de jeunesse au Château des Blondes, les rafles à Sassenage, Pierre Dalloz, le plan montagnard, les premiers groupes de résistants, Louis Hervé parce que je suis très bavard, il y a certaines parties qui passeront un peu plus vite. Voici une vue aérienne de Sassenage. J'ai situé 18 points. Alors, pour ceux qui ont l'ouvrage, les 18 points sont cités, mais vous voyez que sur la commune, que ce soit au bord de l'Isère jusque sur les hauteurs, à 1300 mètres d'altitude, il s'est passé différentes choses au cours des 4 années de guerre. Voici une carte postale du village. À l'époque, c'est un village niché au pied de la falaise. Au premier plan, vous reconnaissez l'actuelle mairie, le château des Blondes. À cette époque-là, c'était la famille d'Almé qui en était propriétaire et le château des Blondes a été réquisitionné donc à plusieurs reprises. Là, vous voyez que Sassenage, c'est un village niché au pied de la falaise. Et à cette époque, il n'y a qu'une seule et unique route qui serpente dans le village et au côte de Sassenage et qui dessert le Vercors. Sassenage, vous le voyez, a un intérêt stratégique pour une organisation telle la Résistance. C'est un peu un poste avancé et ça permet de filtrer tout ce qui se passe, enfin tous les véhicules qui vont monter sur Vercors. Et puis ça permet d'être donc effectivement le poste avancé pour les maquisards qui montent et qui descendent. La guerre n'avait pas commencé, que nous avions déjà des soldats en position sur la commune de Sassenage. C'est une photographie du chemin du Vinet avec la fontaine qui est à l'angle. Il y avait des soldats donc cantonnés dans des fermes et au château des Blondes également. Le château des Blondes, écoutez, il y avait l'intendance de l'armée, donc elle s'installe en 1940. Puis c'est au tour de Vichy d'investir les lieux avec les chantiers de la jeunesse française. C'est le substitut au service militaire. Et vous avez l'écusson donc des chantiers de la jeunesse française. Au passage, vous pouvez voir que le monument aux morts
se situait sur cette grande place qui était la place de la Gare à l'époque. Et il a beaucoup voyagé et se situe maintenant sur l'esplanade. La place que vous voyez, c'était la place de la Gare, qui est devenue, de ce fait, la place de la Libération. La bataille de Vorep du 23 juin au 24 juin 1940. Donc, Grenoble, c'est une ville qui n'a pas été prise et qui est restée invaincue, comme d'ailleurs l'armée des Alpes. Le verrou de Vorep n'a pas sauté. Et sur le territoire communal, entre Noyaret et Veurey, il y avait des batteries qui étaient positionnées. Moi, j'ai fait un zoom sur un schéma sur la partie gauche. Il y avait donc 3 positions. La photographie que vous voyez, elle a été prise depuis le belvédère au Côte de Sassenage. Sur la partie droite, vous avez une photographie de 1880, enfin, une photographie représentant des postes de tir qui datent de 1890, qui n'ont jamais servi. Ça a été construit à l'époque où l'Italie n'était pas du côté français, n'était pas dans la même alliance. Et juste au-dessus, vous avez un blocos construit par les Italiens en 1943 qui se situe à Vorepam, sur la route qui mène à Grenoble. Donc, tout au cours de l'histoire, cette zone géographique, cette plus de Vorep, a été un verrou pour protéger la ville de Grenoble. Et c'est tout naturellement que lors du dernier conflit, eh effectivement, il y a une position militaire sur Sassenage qui est commandée par le fort de Comboire. Alors, j'ouvre une parenthèse, le fort de Comboire est à visiter pour le 11 novembre. Je vous incite à y aller. C'est la dernière fois de l'année qu'il est ouvert. Les premiers organisateurs de la résistance. Effectivement, il est un peu frustrant que ce soit pour des civils et surtout pour les militaires qui ont été contraints de déposer les armes, de devoir renoncer à la liberté. Je ne vous refais pas le cours sur le régime de Pétain. Donc, on bascule de la République à un régime autoritaire qui va glisser petit à petit sur un régime fasciste. Bien sûr, l'appel du 10 juin, donc les premiers résistants, bah, c'est quasiment tout de suite. Et au niveau local, sur Grenoble, bah, des gens se réunissent, mais on a une situation qui est tout de même assez inédite, puisque l'ennemi, si je puis dire, le régime de Vichy, est un ennemi de l'intérieur. Donc, gros point d'interrogation, comment aborder la situation? Peut-on faire confiance à Pétain? Donc, tous ces personnages se réunissent. Et puis petit à petit, ils vont former un groupe, notamment Léon Martin, qui est donc le deuxième personnage sur la photographie, maire de Grenoble révoqué, ancien député socialiste, qui va se mettre en relation avec son collègue Eugène Samuel, qui est un pharmacien à Villard-de-Lans, parce qu'il reçoit régulièrement des personnes qui souhaitent se mettre à l'abri dans cette forteresse du Vercors. Et c'est tout naturellement que tous ces personnages que vous voyez, Eugène Chavon, Victor Hulier, Aimé Pupin, vont se rencontrer. Et puis, le premier groupe va être formé. Dès 1942, il y a le tout premier camp qui naît à Ambel. Donc, c'est dans le sud du massif, côté Dromois. C'est une exploitation forestière qui permet d'accueillir, non pas dans la clandestinité, mais officiellement, des personnes qui vont effectuer des travaux de bûcheronnage. Louis Reverdy vient se greffer sur ces personnes dès qu'il avant qu'une première organisation est naissante dans le Vercors. On en parlera tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Louis Reverdy, c'est le maire de Sassenage pendant cette période. Et il va être arrêté dans l'exercice de ses fonctions et déporté. On était sur le régime de Vichy. Les prochaines diapos, ça va concerner tout ce qui est documents trouvés dans les archives et qui concerne tout ce qui est la politique antisémite. On a l'exemple du docteur Mickler sur Sassenage, qui est victime de la loi d'arianisation économique et il ne peut plus exercer. Vous voyez sur la droite donc les fameuses listes de juifs. Donc là, c'est des listes qui concernent le monde économique et leur famille. Donc il y a 3 lignes
De surligner, eh bien, c'est la famille Monsieur, Madame Leclerc et puis leur fils le plus grand qui s'appelle Claude. Vous voyez la ligne du dessous, le nom de Bonnet. Bonnet, c'était le restaurateur qui se situait sur la place de la Gare, l'ancien restaurant Rostand. Et Madame Bonnet avait le tort d'être de confession israélite. Donc, le restaurant Bonnet se retrouve sur les listes, mais il n'est pas victime, lui, de la politique antisémite, puisque M. Bonnet, le responsable de l'entreprise, n'est pas juif. J'ai retrouvé tout un ensemble de documents qui est autour de la famille Mickler. Là, c'est des personnes, des cousins qui sont sur Paris et qui vont franchir clandestinement la ligne de démarcation. Et là, je vous voyais, c'est une lettre en fait qui est écrite par Hermann Sternschus, donc au préfet, afin de lui expliquer les raisons de sa présence sur Sassenage auprès de son beau-frère. Et donc, il déclare tout simplement qu'il est de confession israélite et que c'est pour cette raison qu'il craint pour des représailles par les autorités allemandes en zone occupée. Tous les courriers en général doivent être contresignés par deux témoins. Donc le premier, c'est Mickler, et puis le deuxième, c'est quasiment illisible. On peut supposer que c'est quelqu'un, un hôtelier sassenageois ou une personne d'une pension de famille. Quand on se plonge dans les archives, on rentre dans l'intimité des gens, vous voyez, et puis petit à petit, on commence à sentir, à ressentir tout ce qu'ils ont pu vivre. Certaines archives sont assez riches, d'autres malheureusement ont trop peu de documents. Là, j'ai eu la chance d'avoir tout un ensemble de documents, dont les assignations. Donc, le document de gauche, vous pouvez voir que c'est un courrier de la préfecture de l'Isère, qui astreint donc Monsieur Sternschus à résider à Sassenage. Donc c'est une bonne nouvelle pour lui. Il devra donc pointer toutes les semaines et il peut circuler seulement dans les communes limitrophes. Sur la partie de droite, vous voyez un certificat de travail de l'entreprise Merlingera. Donc, c'est une entreprise qui a énormément aidé la résistance, notamment toutes les personnes qui étaient en délicatesse et qui n'avaient pas de situation. Le fait d'être recruté comme un ouvrier spécialisé était une sorte de petite protection, on va dire. En tout cas, ça justifiait d'une activité et toutes les personnes étrangères au département, à la commune, pouvaient justifier d'un statut. Dans les documents, vous pouvez retrouver des listes à n'en plus finir de personnes juives. Alors, j'ai parcouru ces milliers de documents et j'ai retrouvé, alors vous voyez sur cette page, j'ai surligné trois fois Sassenage. J'ai grossi le premier nom, donc c'est Landovitz Riba qui était domicilié chez Monsieur Roussel, sans doute une personne qui habitait au village de Sassenage. Alors, si Madame Roussel nous écoute, elle pourra apporter un témoignage à la fin de la conférence. Je vous ai sélectionné quelques documents trouvés. Alors, il y en a qui sont, comment dirais-je, dramatiques de bêtises, je serais tenté de dire. Donc, vous voyez, ce document, il est topé très secret. Et quand on regarde le document, c'est un rapport de la gendarmerie. Alors, c'est pas celle de Sassenage, mais je l'ai mis tout de même. C'est celle de Messieux. Une personne, en fait, a été prévenue bien avant la rafle du 26 août 42, qui s'est déroulée pendant la nuit, 4 heures du matin, simultanément dans tout le département, y compris à Sassenage. Vous savez que dans le monde ecclésiastique, ou la police, ou la gendarmerie, ou l'administration, tout le monde n'était pas vraiment en accord avec la politique pétainiste. Et il y avait des fuites d'informations, et notamment, vous voyez donc l'abbé qui va signaler à cette personne, Madame Landerberger,
elle va être victime d'une rafle le 26 août et qu'il convient de prendre la fuite le plus rapidement possible. Et cette personne, que fait-elle? Eh bien, elle va se rendre à la gendarmerie pour demander si elle va vraiment se faire rafler. Vous pensez bien que le rapport est immédiatement tapé et transmis donc à la hiérarchie. Et la hiérarchie a tout simplement le nom de l'abbé et puis l'origine de l'information, en l'occurrence la préfecture. Alors, c'est des documents surprenants qui nous illustrent le fait qu'il n'y ait peut-être pas besoin d'avoir des informateurs. Parfois, la bêtise humaine est un très bon contributeur. Un autre document assez intéressant, c'est une lettre de l'évêque de Montauban. Alors, petite précision, je vous sors des documents qui ne concernent pas forcément notre zone géographique, parce que vous imaginez, au bout de 80 ans, les documents se sont altérés et beaucoup ne sont pas publiables, enfin lisibles aisément. Donc celui-ci de document, alors je n'ai pas retrouvé le même pour Grenoble, mais il existe pour Lyon, plus proche de nous et qui concerne certaines communes anciennement Nord-Isère. C'est un texte à lire au cours de toutes les messes du 30 août, qui font suite à l'événement dramatique, les rafles du 26 août. Et donc, vous voyez les termes, des scènes douloureuses, horribles qui se déroulent en France. Des Juifs ont été traités avec la plus grande sauvagerie. Et puis, on le voit critiquer les mesures antisémites du gouvernement. Donc, dans la hiérarchie de l'Église, tout le monde, non seulement tout le monde n'est pas d'accord, mais surtout il y en a qui prennent des risques en publiant et en ordonnant aux curés des campagnes et des villes de signaler que ces actes sont contraires à la religion. Un autre document, alors celui-ci a la particularité d'être en blanc. En blanc, ça veut dire qu'il n'est pas signé et il n'y a pas d'en-tête. L'émetteur, c'est le préfet Didotski de l'Isère. Ça concerne l'organisation de la rafle du 26 août 1942 qui va se dérouler à 4 heures du matin. Il y a 27 équipes sur Grenoble qui sont munies de listes de 12 à 15 noms. Les instructions sont très précises. Et là, je vous ai sélectionné un document qui est édifiant. Il précise que toutes les personnes raflées, il faut bien les serrer. Il faut prendre garde. Alors, je vous lis le texte. Les envoyer sur le centre de travailleurs indo-chinois de Vénissieux, tous les juifs ainsi ramassés, et cela par quart, qui devront être gardés pendant la durée du trajet pour prévenir toute évasion, les intéressés ayant intérêt à risquer le pire, puisque pour eux, tout est perdu. Là, je crois que tout est dit. Le 26 août, toute l'administration sait que toutes ces personnes prennent un train pour les camps de la mort. Donc, quand on entend sur les réseaux sociaux ou des personnes de certains partis politiques nous expliquer que Pétain a sauvé des Juifs, là, vous avez des documents probants, des preuves, je serais tenté de dire, qui prouvent que tout cela, non seulement n'est pas vrai, mais que ce régime de Vichy a pris une part active dans la déportation. Alors, c'est très important de publier ces documents pour lutter contre toutes ces fake news. Un document qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la rafle du 26 août 1942 à Sassenage. On n'y a pas échappé. Sassenage, eh bien, c'est le chef-lieu de canton. Il y a une brigade de gendarmerie, même si les gendarmes de Sassenage sont, alors peut-être pas tous en totalité, mais en grande partie sympathisants de la résistance. Certains d'entre eux, parce qu'ils ont des instructions, font des rafles. Donc, ils n'arrêtent pas beaucoup de juifs sur Sassenage. Moi, j'ai trouvé dans les listes 74 patronymes différents. Donc, ça, c'est les personnes qui étaient référencées. Donc, il y en avait sans doute beaucoup
plus. Et vous voyez qu'ils arrêtent au final 7 personnes, essentiellement de la même famille. Donc ces personnes sont envoyées à la caserne Bizanet. Et puis, en recherchant dans les archives, j'ai retrouvé les dossiers de ces personnes, notamment ce courrier qui date du 27 juin 1942, c'est-à-dire quasiment jour pour jour, 2 mois avant la rafle. Et donc, Bem Magère, demeurant chez Monsieur Donnet, hôtelier place de la Gare. Donc, vous voyez sur la photo à côté, le point de repère, le château des Blondes. La gendarmerie, c'était l'actuelle garderie pour les enfants. Et l'actuel restaurant savoyard, c'était l'hôtel-restaurant Donnet. Donc, ces personnes réfugiées juives qui avaient fui la zone occupée, elles habitaient sur Paris, et franchi la ligne de démarcation en totale infraction, se situaient à quelques mètres à peine de la gendarmerie. Donc, pour faire la rafle, il n'y a pas eu besoin d'aller bien loin. Quand j'ai recherché dans les liste des personnes déportées, j'ai retrouvé donc ces 2 personnes de toute la famille. De mémoire, c'est le convoi numéro 27. Voilà. Donc, quand on se plonge dans ces archives, on rentre dans l'intimité de toutes ces personnes qui ont vendu tout ce qu'ils ont pu pour se constituer un capital et ainsi venir vivre à Sassenage, parce que c'était les seuls clients de tous ces hôtels, hein, les touristes ayant complètement disparu. Eh bien, on essaye d'en savoir toujours plus. On est curieux de savoir ce qu'ils sont devenus. Et pour certains, on a la preuve que ça a mal fini, malheureusement. 2 mois après leur arrivée euh, dans cette zone dite libre, eh bien, ça se finit par la déportation. Là, vous voyez la carte postale de la caserne Bizanet qui se situe donc à Grenoble, non loin du musée de peinture actuel. Sur le site même de la caserne, c'est une école et il y a une stèle qui rappelle le sinistre épisode de la rafle du 26 août 1942. Alors, comment se passe la rafle? Eh bien, donc les personnes sont emmenées sur Grenoble et puis il y a une commission. Et là, c'est des fonctionnaires qui vont déterminer si les personnes doivent être déportés, enfin, ou pas. Donc, il y a tout un ensemble de critères. Positif aux critères, c'est la déportation. Négatif aux critères, la libération. Les fonctionnaires vont appliquer bêtement l'accumulation de circulaires qui parfois se contredisent. Et au final, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, puisque par rapport aux 1000 personnes qui sont arrêtées, il y en a seulement 109, alors c'est 109 de trop, envoyés au camp de Vénissieux avant d'être déportés sur Auschwitz. Suite à cet épisode, Vichy va créer un memento, c'est le document que vous avez sur la partie droite, voilà, est juif, n'est pas juif, donc normalement on ne peut plus se tromper. Lorsqu'on arrête des personnes, on fait cet examen, et puis lorsqu'il y a de nouvelles rafles, enfin il n'y en a pas eu heureusement, la commission de criblage ne peut pas malencontreusement se tromper. La lourdeur administrative de Vichy a aussi parfois pu être un atout pour les fonctionnaires sympathisants de la résistance qui appliquaient avec un certain zèle les critères négatifs, on va dire, permettant la libération des personnes. Venons à Sassenage. Cette photo représente une scène, la remise des cartes d'alimentation. C'était une scène qui s'est déroulée de 41 à 44. Elle était assez régulière, mensuelle en fait. Les Sassenageois venaient munis d'une carte retirer leurs tickets. Alors les tickets pour la nourriture, le charbon, le textile, etc. Et vous voyez venir l'intérêt de faire des listes. Toutes les personnes étrangères, notamment israélites, si elles n'étaient pas inscrites, elles ne pouvaient pas accéder à ces cartes de rationnement, à ces tickets d'alimentation.
Et donc, c'était très compliqué pour elle de se nourrir. Alors, il y avait quelques possibilités d'en avoir, mais c'était très compliqué. Donc, il ne restait que le marché noir où aller s'approvisionner à la campagne. Cette scène, donc, elle se déroule à la mairie de Sassenage, la mairie ancestrale, le bâtiment n'existe plus. Vous voyez que Louis Reverdy au centre de l'image, avec en toile de fond la Marianne, qui est toujours à la mairie de Sassenage, et puis le portrait du président. Vous ne voyez pas de traces d'identification du régime de Vichy. Il avait voulu, comme beaucoup de maires, conserver les symboles de la République. Louis Reverdy, c'est le maire de Sassenage, c'est un socialiste, il a fait la Grande Guerre, il s'est engagé dans la franc-maçonnerie en 1925, à son retour de la guerre, donc il a fait 5 années, il a vu toutes les horreurs. Il s'inscrit sur les listes électorales et il est élu conseiller municipal en 1925, puis maire en 1936. C'est un personnage qui est très respecté, très connu. Vous voyez, c'est un peu la statue du commandeur sur la photo de droite. Il est entouré par sa famille, car les Reverdis, c'est une famille engagée dans la résistance. Il y a son épouse Juliette, sa fille Paulette, sa belle-fille Suzanne, et puis il y a également sa sœur Louise Augustine. Donc on résiste en famille, comme dans beaucoup de familles sassenageoises. On le verra tout à l'heure. Autour de lui, bah, il entraîne les employés communaux, l'administration, donc c'est le facteur, le secrétaire de mairie, le garde champêtre. À cette époque, Sassenage, bah, ça se résume à la place du village que vous connaissez. Vous pouvez constater que les bâtiments sur la photo de gauche ont tous disparu, hein, même le Café National qui a brûlé il n'y a pas très longtemps. Sur la photo de droite, heureusement, le café qui est devenu la pharmacie est toujours présent. C'est un lieu stratégique parce que c'est la seule route qui monte au Vercors. Donc à partir de là, vous voyez les allées et venues, et puis c'est le point d'arrêt pour les autocars de la compagnie Huillier, qui participent également au réseau de résistance. Donc tous ces personnages se connaissent. La résistance, c'est une grande famille, je serais tenté de dire. Louis Reverdy a sans doute fait connaissance des autres résistant du Vercors et grenoblois au sein de sa loge maçonnique, la loge écossaise, ou au sein de la SFIO, c'est-à-dire l'ancêtre du Parti socialiste. Puisqu'à cette époque-là, il y a la discrimination envers les juifs, mais également envers les syndicalistes, les francs-maçons, les communistes, les socialistes. Louis Reverdy va mettre à disposition son café et la mairie. C'est l'organisateur de la résistance à Sassenage. Il a pour mission la surveillance des routes de Sassenage et de Saint-Nizier, l'hébergement des maquisards en mission, le ravitaillement du maquis. Il participe à la fourniture des faux documents, le recrutement de personnes ressources, parce que la résistance recherche des personnes qui ont des véhicules, recherche des personnes qui sont susceptibles d'accueillir toute la journée des personnes, les cafetiers, les médecins, diverses professions libérales, pour organiser des réunions à l'abri des regards indiscrets et surtout pour justifier des venues de différentes personnes. Les transporteurs routiers sont aussi sollicités, comme bah, la famille Huillier. Donc, il participe à recruter tous ces personnages et à tisser une toile, notamment au niveau de l'administration. Car des maquisards complètement isolés dans un maquis, ils ne peuvent pas survivre sans avoir des complicités. Vous voyez sur l'image donc les tickets de rationnement, les tampons, les fausses cartes d'identité, les multiples courriers de la mairie de Sassenage. D'ailleurs, il aura des ennuis, peut-être c'est la source de son arrestation, puisqu'il sera informé par la police, donc par des sympathisants, que de nombreux documents circulent à Paris avec le cachet de la mairie de Sassenage. Donc, il est possible qu'il se soit fait subtiliser des documents et que des faux aient été émis à son insu.
Sur la place de la Gare, c'est un peu la même chose. Donc, vous avez l'hôtel Fort, donc Désiré Fort, que vous voyez sur la photo, l'hôtelier, qui est également un ancien élu de Sassenage, du moins de bord politique que Louis Reverdy. Il accueille régulièrement des résistants dans son hôtel pour des missions de surveillance de la route, puisque c'est au niveau de son hôtel que la route de Villard-de-Lans prend par la gauche, direction le village de Sassenage, et c'est un magnifique point d'observation. Louis Désiré Faure, c'est également le président de l'Union sportive sassenageoise qu'il a fondée dans les années 30. Et c'est dans ce milieu du foot et du rugby qu'il va recruter de jeunes résistants. Et car la résistance recherche à former des groupes tout autour du Vercors. Il faut éviter absolument de faire des clandestins dans des camps, car il faut les entretenir et puis surtout, il faut les justifier de leur absence. Au bout d'un moment, dans les familles et puis dans les villages, on constate les absences de ces personnes et petit à petit, avec les indicateurs, on commence à échafauder des plans, se dire que telle et telle personne sont dans un réseau de résistance. Donc le but du jeu, c'est de convertir à la résistance un maximum de jeunes sportifs qui ont l'habitude d'être ensemble et qui seront en état de combattre dans le Vercors ou sur des coups de main immédiatement et en totale confiance surtout, parce que c'est le maître mot, la confiance. Nous avons également Aimé Rostin, qui met à disposition avec Monsieur Vieux-Melchior la Syrie, notamment pour faire des caches. Il y a des doubles fonds dans les fosses à sciure. Nous avons également Alfred Chouin, c'est la photo de droite. C'était un ancien employé de la perception de Sassenage, qui se fait embaucher en 1942 donc, au commissariat central de Grenoble. Et c'est donc une personne qui occupe un emploi stratégique pour renseigner la résistance, et notamment Louis Reverdy, qui était régulièrement renseigné sur les rafles à venir à Sassenage. Alors, Alfred Chouin, il est démasqué et il doit quitter rapidement son emploi, mais il aura rendu énormément de services pendant la période critique. Au village de Sassenage, nous avons différents cafés qui collaborent, alors soit qui font partie d'un réseau, soit qui font, on va dire, de la résistance passive, c'est-à-dire que on laisse venir la nuit juste pour dormir les résistants en partance, soit pour le Vercors, ou au contraire qui descendent pour aller faire une mission sur Grenoble. Donc c'est le cas de Giselda Rossetti qui tient ce café. Son époux Gaston Rossetti, lui, fait partie d'un réseau de résistance, celui de Paul Brisac sur Grenoble. Et Gaston Rossetti, eh bien, c'est tout naturellement qu'on le retrouve combattant dans le Vercors. La photographie, elle est prise lors des combats sur Lyon, avec un ensemble d'autres Sassenageois. Sur les côtes de Sassenage, on a le Café Arnaud, avec Léa Lesage et puis son époux Fernand, qui participe activement à tout ce qui est liaison. Donc, elle tient le service de la cabine téléphonique et elle reçoit les appels, notamment pour Jacqueline Groll et sa cousine, qui sont agents en liaison pour la résistance et qui résident sur la propriété La Grand Vigne. Jacqueline Groll, c'est la belle-sœur de Pierre Dalloz. Elle prend une part très active au niveau de la constitution des maquis pour le service du ravitaillement, de la logistique. Donc, elle va faire l'acquisition avec sa cousine de tout le matériel nécessaire et le stocker pour constituer les tout premiers maquis fin 42. Donc, c'est une résistante précoce. Nous en venons au Code de Sassenage, avec des personnages totalement différents de ceux que nous venons de voir, donc Louis Reverdy le maire, ou des personnages comme Rossetti, qui sont des employés et qui prennent les armes. Là, nous avons une famille bourgeoise qui aurait pu rester tranquillement en attendant la fin de la guerre. Et le personnage central, c'est Pierre Dalloz,
C'est l'époux d'Henriette Groll. Donc, la famille Groll possède cette grande propriété que vous connaissez au Code de Sassenage. Pierre Dallos, c'est un personnage qui a eu plusieurs vies. Notamment, il a été alpiniste dans les années 20 et il a une connaissance très précise des massifs, notamment celui du Vercors. Et il a l'idée de l'utilisation stratégique de ce massif dans le cadre d'un débarquement en Provence afin de couper la route de la vallée du Rhône et la route de l'Italie afin de prendre à revers les troupes allemandes qui se situaient dans le sud de la France. Pierre Dallos est le lieutenant des chasseurs alpins, donc il est mobilisé en 1940. Au cours des années 30, c'est un haut fonctionnaire et juste avant la guerre, il est chargé de mission à Matignon auprès du président du Conseil. Bon, c'était le nom du Premier ministre à cette époque-là. Donc, il va échafauder un plan qu'il va présenter via diverses relations à Jean Moulin. Et puis, un soir du 25 février 1943, la BBC, un message lui est envoyé ainsi qu'à son groupe. Les montagnards doivent continuer à gravir les cygnes, ce qui veut dire que le plan montagnard, qui est le nom de code de l'utilisation stratégique du Vercors, est validé. Très rapidement, ils se mettent au travail et c'est donc sur la propriété La Grand-Vigne que fut créé le premier comité militaire du Vercors en février 1943. Parmi ce groupe, son ami, bien sûr, Jean Prévost, l'écrivain, qui en 1940 est également mobilisé, service des écoutes, il parle couramment l'allemand. Et puis, il va sur Grenoble pour rédiger sa thèse sur Stendhal. Parmi ce groupe, il y a tout un ensemble de personnes, notamment l'entourage familial, son épouse Henriette Groll, mais surtout Jacqueline Groll, sa belle-sœur, avec sa cousine Gabrielle Lacarrière, que l'on retrouve au centre de l'organisation, que l'on va retrouver également dans les combats du Vercors auprès du colonel Huette. Elles sont chargées de missions, elles sont agents de liaison, elles vont faire des repérages, elles camouflent du matériel sur la propriété, également sur les carrières, donc elles n'ont pas ménagé leurs efforts. Ces deux jeunes filles ont souvent passé les barrages allemands. Les Allemands se méfiaient très peu des femmes, parce qu'à cette époque-là, les femmes elles n'avaient pas le droit de vote, elles avaient très peu de droits, elles n'étaient pas dans le monde économique, elles n'étaient pas dans le monde politique, elles étaient vraiment reléguées au second plan. Et dans le régime de Vichy, tout comme dans le régime nazi, ça venait à l'esprit de personne que des femmes, notamment des jeunes filles, puissent être membres de ce qu'ils appelaient les réseaux de terroristes. Donc, de belles jeunes filles passaient assez facilement les barrages, notamment le fameux barrage allemand qui se situait au pont du Drac, entre Fontaine et Grenoble. Elles l'ont passé assez régulièrement avec parfois de l'armement, du matériel. Elles étaient rarement fouillées. Voilà. Les Allemands les connaissaient puisqu'elles passaient assez souvent. Et ils les connaissaient également sur le plateau du Vercors, puisqu'à l'époque, elles n'avaient pas de véhicule et elles circulaient en vélo entre Saint-Martin-en-Vercors, Romans-sur-Isère, où habitait Gabrielle Lacarrière, et où l'autre partie de la famille Lacarrière était également dans la résistance, et puis les côtes de Sassenage. Voilà. Quelques images du Vercors à cette époque-là. Quand on parle du Vercors forteresse, les routes sont sinueuses. Elles ont été tracées dans les années 1860. Elles ont été taillées dans la pierre, comme vous pouvez voir sur la route des Écouches. C'est la carte postale en bas à gauche. Vous avez des ponts comme la Goule Noire qui sont de véritables verrous. Vous avez la route des Grands Goulets, effectivement assez étroite. Le seul point faible, en fait, c'est la plaine de l'Anse-en-Vercors et notamment l'échancrure de Saint-Nizier. C'est par là que les Allemands vont attaquer. Vous devinez sur cette carte postale la vallée du Furon, donc cette gorge assez étroite, qui est commandée par un tunnel qui se situe au-dessus des côtes de Sassenage. Les Allemands n'attaqueront pas par là, ils passeront toujours par Saint-Nizier. Donc Pierre Dalloz reçoit le général de Lestrin, qui est le gradé le plus élevé, le militaire le plus gradé en France, qui est à la retraite, mais qui décide de reprendre du service.
Ça a été le chef de De Gaulle. C'est un éminent militaire. Et donc, c'est lui qui va piloter et contrôler toute l'activité militaire et notamment le plan montagnard. Il va faire le tour avec le groupe de Pierre Dalloz du Vercors pour repérer les zones de parachutage, les zones d'atterrissage, les planques pour les armes, mais également regarder les points faibles. Et effectivement, Pierre Dalloz lui signale Saint-Nizier, mais la seconde ligne de défense qui se situe vers Corançon, Villard-de-Lans, notamment le pas de la Sambue, c'est un point faible que de l'Estrin voit aussi. Et effectivement, les Allemands vont passer par là. Je vais vous parler du premier camp, la ferme d'Ambel. Donc c'est notamment la famille Huillier qui met à disposition ces terres, mais qui également va acheter en copropriété cette propriété de la ferme d'Ambel. Donc c'est le tout premier, un des tout premiers camps, peut-être même le premier camp qui est créé en France. Je vous parlais tout à l'heure de cette familiarité qui pouvait y avoir dans les réseaux de résistance et notamment la volonté de recruter dans les équipes sportives. Vous avez là la photo de l'équipe de rugby de Sassenage lors d'un match de gala en mars 1944. Alors, on m'a raconté que lors de ce match de gala, il y a eu une collecte de fonds pour les prisonniers de guerre et une collecte de vivres. Et visiblement, ça a surtout servi à alimenter le maquis. On reconnaît les personnages que j'ai cités tout à l'heure, donc Aimé Rostin, Désiré Fort sur la partie du haut, Gaston Rossetti, Paul Arnaud, le garde champêtre Louis Schweser, et puis sur la partie droite avec le maillot avec les bandes, Monsieur Bonnet, le restaurateur, la fameuse personne dont l'épouse a eu le tort d'être juive. La résistance, c'est des liens entre toutes ces personnes et tous ceux que j'ai entourés, et puis il y en a sans doute d'autres, donc Pouchot, Savio, Tonin, Guzella, Perly, Facchinetti également. Ils se sont tous connus très jeunes, donc c'est la photo de classe 1934-35, et ils imaginent sans doute pas que dans une dizaine d'années, ils vont tous se rejoindre, mais dans le maquis. J'ai retrouvé la plupart des dossiers militaires de ces personnes et puis je vous propose de regarder notamment René Pouchot. René Pouchot, il était sur la photo précédente et la famille a conservé le dossier militaire qui nous a permis de retracer tout son parcours. Il a fait partie des tout premiers résistants. Il est appelé au chantier de jeunesse en 1942. Les Sassenageois, en fait, ne le font pas au Château des Blondes. Ils se rendent tous à Antemar dans l'Ain. C'est le camp numéro 43. Les chantiers de jeunesse durent à peu près 6 mois. Et lui, il décide, à l'issue de son chantier de jeunesse, de rejoindre un camp de maquisards. Donc, il va rejoindre dès mars 43 le camp C7 qui se situe au-dessus de Vars, qui sera ensuite déplacé à Lens-en-Vercors, puis ensuite au baraque en Vercors, au centre du Vercors. Alors, la date de mars 43, elle fait suite à la création du STO, Service du travail obligatoire, qui est créé au tout début de février 43 et qui succède à la création de la milice. Donc, c'est le tournant un petit peu de l'histoire, l'année 43. L'opinion publique n'a plus aucune illusion en Pétain et le régime va devenir assez violent, puisque là, on va s'en prendre avec le STO et la milice à la jeunesse française. L'alternative, c'est soit de rentrer dans la police, soit prendre la fuite, on ne sait où, la montagne par exemple, le Vercors, ou monter dans le maquis. Voilà. Donc, René Pouchot, c'est peut-être un mélange de réfractaires, mais sans doute aussi de combattants, puisqu'ensuite il s'engage vraiment et il participe au combat de la libération de Lyon et également dans tout ce qui va être troupes d'occupation sur l'Italie et l'Autriche. Sur la photo en haut à droite, vous le voyez en photo le 4 septembre 1944 à Lyon. Et donc là, nous retrouvons plusieurs Sassenageois qui ont participé au combat de la libération de Lyon.
J'ai regretté d'avoir publié dès octobre mon livre parce que j'aurais attendu quelques semaines, j'aurais pu avoir sous les yeux le livre de Maurice Blécher, Les maquisards du Vercors. Donc, c'est un dictionnaire en fait de tous les maquisards. Et puis, j'ai pu retrouver quelques photographies, c'était le plus dur à trouver, de jeunes Sasnageois qui se sont engagés dans le maquis, Rocchini, Savio, Capra, tous les frères Genevois, Perly, etc. Puisque nous parlons des jeux de maquisards, eh bien, je vous propose de monter sur le plateau du Vercors. Alors, on a fait une randonnée les 4 et 5 octobre sur les pas des maquisards. Les Sasnageois se situaient à Plénouze. Voilà, j'ai entouré, euh, pour vous situer, le panneau signalétique qui se situe à la Molière. Donc, c'est à 30 minutes de marche en direction donc, du nord du massif. Plénouze, c'est un tout petit plateau assez minuscule qui permet d'avoir une vision sur la route qui mène à la station de ski de la Sûre à Autran. Et c'est à cet endroit que les maquisards sasnageois, ils étaient une quinzaine, début février 43, et ils ont construit une cabane sans doute similaire à celle des Carteaux que vous voyez en bas à droite, qui a été reconstituée non pas en 2025, mais en 2024. Les fondations ont été retrouvées. Alors peut-être qu'il y aura un nouveau projet de l'association Cabane Carto pour la reconstitution d'une autre cabane, ce qui nous permettra, au lieu de nous promener un petit peu dans le vide, d'avoir des lieux concrets pour voir les endroits où se réunissaient et surtout dans quelles conditions les maquisards sasnageois. Là, nous avons le refuge de Gèvres, très connu des skieurs de fond, puisque c'est le restaurant, le refuge est un restaurant et également un refuge du parc. Et il est à 1200 mètres d'altitude et il est utilisé pendant l'hiver pour le camp C3. Le camp C3, il naviguait entre la cabane Carto à 1400 mètres d'altitude, enfin 1500 pendant l'été, et puis on allait se mettre un bâtiment un peu plus solide en hiver, puisque le refuge n'était pas accessible en raison de la neige. Quelques autres photos des Sasnageois, Réplin, Genevois, Perret, Rossetti, Arnaud, tout cela ont combattu sur Saint-Nizier. Charles et Maurice Goldbaum, donc réfugiés juifs, qui étaient cachés sur Sassenage et qui se sont également engagés sur le Vercors. Les deux frères, malheureusement, sont morts dans la débâcle. On le verra plus tard. François Bumet, en bas à droite, j'en ai pas parlé, mais j'en ai souvent parlé dans mes précédentes conférences. C'est un des tout premiers résistants. Il fait partie de la résistance communiste. Il a une ferme dans les îles de Sassenage. Il héberge de nombreux maquisards. Il a commencé d'ailleurs très tôt à héberger du monde. Dès l'arrivée en 1937 des réfugiés républicains espagnols lors de la guerre d'Espagne, il continue à héberger des clandestins. Il est maraîcher, donc il peut les nourrir. Il se déplace souvent sur Grenoble pour les marchés, donc cela lui permet d'être en relation avec le groupe de résistance, les FTP, notamment les Kioulou, qui sont les chefs FTP sur Grenoble. Il héberge également une imprimerie clandestine. Alors, il est raflé dans sa ferme en mars 44 et puis malheureusement, il meurt en déportation en août 44. Il y a quelques instants, je vais vous parler de Plénouze, de la cabane de Plénouze. Non loin de là, vous reconnaissez les cabanes de Sornin, les chalets de Sornin du club montagnard qui ont été incendiés par les Allemands. C'est les photos de gauche qui représentent les chalets en 1937. La photo couleur, donc c'est une photo contemporaine, c'est le lieu d'entraînement des maquisards sasnageois. Alors, je ne sais pas si c'est très discret lorsqu'ils viennent s'entraîner au tir avec leurs trois malheureux fusils de la guerre de 1870, puisque ça devait résonner non loin de Sassenage. Peut-être qu'ils faisaient ça au moment de la chasse.
pour passer inaperçu, mais en tout cas, c'est leur lieu d'entraînement. C'est le lieu d'entraînement pour la marche à pied également, puisque Costade Beauregard, qui est le responsable de tous ces camps pour la partie nord, les fait souvent marcher dans de très longues marches pour leur apprendre la dissimulation en montagne et le combat en montagne. Redescendons sur Sassenage, les maquis du Vercors sont souvent restés sur le Vercors, mais de temps à autre, ils allaient faire des coups de main, pour eh bien, s'équiper. Alors, si Jacqueline Groll approvisionnait au tout début, l'afflux de jeunes réfractaires du STO, plusieurs centaines, pose d'énormes difficultés de logistique, alors pour la nourriture, mais aussi l'équipement, car en plein hiver, il faut qu'il soit équipé convenablement. À l'époque, il n'y a pas Amazon pour passer commande, donc le maquis est décidé de faire un raid sur les chantiers de la jeunesse française qui disposent de stock. Et donc, en 1943, une équipe descend de Gèves et prend rendez-vous au Côte de Sassenage avec un transporteur et descend tout simplement au Château des Blondes faire un braquage à l'heure du déjeuner. Donc, il y a quelques gardes qui sont vite neutralisés. L'opération dure à peu près 1 heure. Le Château des Blondes est vidé sous le nez un peu médusé des jeunes participants au chantier de la jeunesse. La gendarmerie de Sassenage, visiblement, est ailleurs, occupée ailleurs, et le braquage se passe très bien. La scène est racontée par Marc Serratrice dans son ouvrage Avoir 20 ans au maquis du Vercors. Voici la gare de Sassenage. Alors, c'est une photo d'époque, ça a beaucoup changé. La scène se situe devant le château des Blondes. À l'époque, il y avait le tramway, il allait jusque Verret et il montait également jusque Villard-de-Lans. Le bâtiment de la gare a été rasé et puis le tramway, il est parti à la ferraille. Par contre, le 9 juin 1944, il y a une intense activité. Le 9 juin, en fait, c'est 3 jours après le débarquement en Normandie et les maquis sont mobilisés. Il y a énormément de randonneurs qui arrivent sur Sassenage et qui descendent, traversent le village et ils ont un point de rendez-vous, les fours à chaud, au bas de la montée des côtes. Les Allemands sont stationnés au Château des Blondes, mais également sont cantonnés à l'Hôtel Fort. Donc, ils assistent à toute cette scène et laissent monter. Ils ne sont pas naïfs et ils savent très bien que cet afflux de voyageurs va poser un énorme problème au maquis en termes de logistique. Et puis, ben, ça va devenir malgré tout une souricière, puisque les Allemands vont se répartir tout le long du Vercors. Donc, il y a à peu près 8-9 000 soldats qui sont positionnés. C'est la 157e division qui s'étale tout le long du Vercors dans chaque sentier. On les retrouve partout à Sassenage, y compris aux côtes, où ils sont positionnés sur plusieurs sentiers. Et c'est dans ces souricières que Jean Prévost et les autres maquisards vont se faire attraper. Pour vous situer Sassenage par rapport donc, aux différents camps qui se situent juste au-dessus, donc vous avez le plateau de Sarnan que vous connaissez tous, Plénouse, c'est pas très loin, un peu plus loin le plateau de Gèves, et donc le 9 juin, vous avez toutes ces personnes qui montent et qui sont plus ou moins, voire pas du tout équipées, et puis ben, vous avez nos maquisards de Plénouse, les Sassenageois, qui vont aller se positionner à la fois sur Saint-Nizier, sur la ligne de front qui s'étale du Charvet, donc non loin du hameau du Charvet avec la ferme du Rang, jusque quasiment aux Trois Pucelles. Ça fait 3 km de long. Et il se situe également sur le verrou du tunnel des côtes de Sassenage. Vous voyez sur cette carte postale une vue prise depuis au-dessus des Trois Pucelles et vous avez la route du Charvet qui part du mémorial et qui va jusque quasiment à la ferme du Rang. Et donc, c'est la ligne de crête non loin de laquelle se situe la ligne de front. Les Allemands, en fait, vont s'infiltrer dans la forêt en contrebas par Cessiné, la Tour sans Venin, et ils vont se disséminer lors de la bataille des 13 et 15 juin tout le long. Et il faudra aux résistants couvrir toute cette immense zone nuit et jour pour lutter contre tous les infiltrés. La bataille se situe donc sur tout le long de cette route
Le mémorial actuel, c'est vraiment le lieu où s'est déroulée la bataille. Alors, je ne vais pas vous faire tout le détail de la bataille. Il y a quelques Sasnageois, notamment au centre, vous voyez noté groupe Arnaud. Donc, c'est Paul Arnaud qui est chef d'une petite section composée de plusieurs Sasnageois et ils vont se retrouver sous le feu d'une mitraillette qui se situe non loin du pylône. Donc, c'est la partie gauche de l'image. Je suis allé retrouver le fameux pylône que vous voyez en photo dominant tous les champs, en fait, puisqu'il y a tout un dévers. Et puis, ben, ils vont se positionner derrière le socle en béton et ils ont toute la possibilité d'arroser toutes les personnes qui arrivent. Et nos maquisards se retrouvent sous le feu nourri de cette mitrailleuse. Et c'est l'intervention de Marin Dantella qui est positionné avec la compagnie Brissac vers les trois pucelles qui se déplacent. Et c'est Marin Dantella qui va donc abattre le servant de cette mitrailleuse et libérer le groupe donc de Sassenage de l'emprise, de la menace de cette mitrailleuse. C'est là que vous voyez le différentiel de la puissance d'armement qu'il peut y avoir entre des personnes qui étaient cultivateurs quelques semaines auparavant et qui se retrouvent maquisards. Certains sont accueillis en leur disant bienvenue dans le maquis, vous allez devenir des apprentis cadavres. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé pour quelques Sasnageois. J'ai mis également la photo d'Abel Chabal. Très brièvement, il va venir au secours de la section d'engins qui est en très mauvaise posture. C'est le beau-frère, non, c'est le gendre, excusez-moi, de Jean Prévost. Jean Prévost, c'est l'ami de Pierre Dalloz, c'est la compagnie Goderville que vous voyez sur la gauche, le nom de code c'est Goderville. Il résiste en famille, donc il y a son gendre, il y a son fils Michel qui à l'époque a 16 ans, qui tient d'ailleurs un journal au quotidien, et c'est à travers ce journal que nous avons quelques éléments sur la bataille de Saint-Nizier. Donc la section d'engins est en mauvaise posture et Abel Chabal, avec cette section, va arriver en chantant la Marseillaise, c'est resté dans tous les esprits et va les libérer de cette mauvaise posture. Donc grosso modo, la journée du 13 juin, il y a des pertes, mais par rapport à la symétrie de puissance de feu et de nombre, les maquisards s'en sortent bien. Il y aura une seconde bataille le 15 juin, mais très tôt le matin, le colonel Huette va décider de se replier pour limiter les pertes, puisque toute cette zone est quasiment indéfendable. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas facilité de fortifier, d'avoir des zones de protection, et puis des zones où on peut mitrailler. Là, il n'y a absolument rien. Vous voyez la zone par-dessus avec le mémorial actuel, les Allemands sont complètement protégés. Et puis à l'époque, il y avait des haies. Et les haies, elles sont très épaisses et problématiques. Les maquisards positionnés sur le tunnel, donc vous voyez, le tunnel des côtes se situe à l'endroit où il y a toujours les recherches archéologiques de la Grande Rivoire. Toute la zone a été déblayée et détruite pour les Jeux Olympiques, l'élargissement de la route. Mais les Allemands décident également le 14 juillet de dynamiter à la fois le tunnel que vous voyez pour couper la route et de dynamiter également le pont Charvet, ce qui fait qu'il ne reste plus qu'une seule route que vous voyez en contrebas. Vous la devinez, c'est la vieille voie romaine, c'est la voie qu'utilise Jean Prévost et les autres maquisards, et puis ils tombent dans le piège. Les maquisards, vous les voyez ici en photographie en juin 44. Alors, comment je sais que c'est le mois de juin? Tout simplement parce qu'il y a un personnage qui s'appelle le Guste, en partie gauche, qui meurt en juillet 44 lors des combats. Donc, on peut dater cette photo. Alors, ça peut être surprenant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès le 10 juin, les maquisards sasnageois sont positionnés sur le tunnel. Et quand vous lisez les mémoires de Gilbert Joseph,
C'est hyper surprenant. Mais vous avez les familles de Sassenage qui montent au tunnel pour aller rendre visite aux petits jeunes qui montaient dans le maquis. Alors finalement, c'est pas si étonnant que ça qu'il y ait des photos. Et au même moment, à Sassenage, vous avez des Allemands qui sont positionnés, non loin de ça, aux côtes de Sassenage. Donc visiblement, ils ont connaissance de cette position de la résistance. D'ailleurs, l'avion allemand sillonne régulièrement la zone pour voir s'ils sont positionnés. Finalement, les Allemands décident de ne pas attaquer par cette position. Sinon, très rapidement, les lignes de Saint-Nizier auraient été prises à repère. La bataille de Saint-Nizier, vous le savez, elle est perdue. Il y a un repli sur la seconde zone du Vercors. Donc, nos maquisards de Sassenage vont se replier sur le Vercors drômois. Et le 3 juillet 1944, la République du Vercors, enfin la République française, est de nouveau proclamée. Elle est rétablie. En 2024, décidément, à chaque fois je me trompe, dans l'année. Malheureusement, le panneau il a été enlevé de Saint-Martin, ils auraient pu le laisser. Donc à l'entrée et à la sortie, il y a cette réplique du panneau de 1944 qui se situait sur la route en venant de Pont-en-Royans et qui annonçait clairement que la République avait été rétablie en Vercors et que le pays de la liberté commençait par là. Une carte pour vous montrer l'attaque du 21 juillet. Donc le Vercors est complètement bouclé, il n'y a plus moyen d'entrer et d'en sortir. C'est l'opération Bettina. Elle fait suite à l'attaque de deux autres maquis dans l'Ain et en Haute-Savoie, le fameux plateau des Glières. Les Allemands attaquent par les airs sur Vassieux, par les pas, donc toute la vallée du Drac, attaque bien sûr par Saint-Nizier et puis le col du Rousset. C'est une déferlante et c'est une opération de ratissage. Ratissage, ça veut dire que tous les mètres carrés du Vercors vont être ratissés. Les Allemands vont se positionner sur toutes les rares sources d'eau. L'objectif, c'est d'anéantir le maquis. Des villages sont détruits, comme Valchevrières, qui restent en l'état. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller visiter. C'est après Villard-de-Lans, après le lieu-dit Bois-Barbu, c'est la route qui mène donc au Vercors drômois, la petite route. Pour ceux qui font du ski de fond, bah, c'est le point de départ Bois-Barbu des pistes de ski de fond. Et puis, bah, vous longez par le haut les ruines de Valchevrières. Vous pouvez aussi vous y rendre en hiver. Là, j'avais prévu de vous faire voir, mais je vois que l'heure avance, donc on n'ira pas voir. Mais il y a des images de Sassenage qui existent dans le film Au cœur de l'orage. Le film Au cœur de l'orage de Jean-Paul Le Chanois est composé d'images tournées au cours de l'été 44 dans le Vercors. Et puis, il y a quelques scènes qui ont été reconstituées, notamment sur Sassenage. Donc, vous voyez la place du village, le café Verdi, vous voyez également les quais du Furon. Et l'action qui est tournée, c'est l'action d'un groupe franc. Sur la partie gauche, vous voyez un camion avec une inscription Col du Rousset. Le personnage qui est au premier plan, c'est Noël Genevoix, qui est un maquisard sassenageois. Il y a toute la famille, les trois frères. Là, ils sont en train de débarquer un chargement suite au parachutage du 14 juillet 1944. Donc là, on a toute une scène qui est filmée et qui est rediffusée sur TV Vercors. Voilà. Je passe à la suite. Alors, peut-être que ça marche. Excusez-moi, il faut que je retrouve pile le bon moment. Pour ça, c'est à la suite. Là, c'est un plan que j'ai fait, une carte avec les itinéraires de sortie. Après l'opération de ratissage, les maquisards essayent de sortir du Vercors ou de se cacher tant bien que mal. Les plus aguerris arrivent à s'en sortir. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce que tous les cheminements rouges, c'est les cheminements qui se sont mal passés. Vous voyez les éclats tout en bas de Sassenage,
tout en bas, tout au pied du Vercors, le long de l'Isère. Il y en a beaucoup qui se sont fait attraper et exécuter sommairement. Les seuls qui arrivent à s'en sortir, mais qui sont quand même arrêtés, c'est Jacqueline Groll et sa cousine Gabrielle Lacarrière. Elles sont sur Saint-Martin-en-Vercors avec le colonel Huet qui est dans son PC et qui voit que c'est en train de mal tourner et qui leur dit notre sort n'est pas enviable, fuyez. C'est ce qu'elles font. Elles se font attraper donc à Pont-en-Royans, mais visiblement, comme elles sont malines et sans doute connues par les Allemands, elles sont relâchées et elles peuvent regagner Sassenage et puis elles se manifestent de nouveau. Elles vont aider d'ailleurs les Sassenageaux, les maquisards qui descendent du Vercors à rentrer sur la propriété familiale, la Grandville. Elle les héberge et puis elle les aide à descendre, notamment à passer la sentinelle des côtes de Sassenage qui était devant le château de Beaurevoir. Donc elles ont eu vraiment un rôle primordial qui est passé sous silence, mais dans l'ouvrage que j'ai écrit, vous allez pouvoir revoir le rôle éminent de ces personnes. Ceux qui s'en sont sortis, eh bien, c'est le groupe de Gaston Rossetti avec René Pouchot, Yves Tonin et Matteo Messouri. Vous voyez, c'est des chasseurs, donc ils devaient sans doute connaître toutes les possibilités pour revenir sur Sassenage sans croiser un Allemand. Jean Prévost a suivi l'itinéraire malheureux qui l'a conduit à la mort. On va le voir dans quelques instants. Il était avec Léa Blin, réfugiés donc, dans la grotte des Fées. Il y avait tout un groupe, dont Léa Blin, qui était chiffreuse dans une mission de la résistance qui s'appelait j'ai perdu le nom, excusez-moi. C'était une mission qui consistait en fait à renseigner l'état-major sur les besoins. Donc, elle était aux transmissions. Vous voyez sur la droite la photo, la mission Eucalyptus. Voilà. Sur la droite, au Glovette, au-dessus de la station de Villard-de-Lans, la plaque mémorielle pour donc les deux personnes qui ont quitté le groupe Jean Prévost et puis qui sont morts au Glovette à Villard-de-Lans. Il y a une personne, la seule et unique personne du groupe qui s'en est sortie, c'est Simon Nora, l'historien, qui est allé rejoindre ses parents sur Méaude. Les autres ont suivi leur cheminement, donc par engin, puis ensuite la vieille route. Et c'est au pont Charvet, juste après qu'ils se sont attrapés par les Allemands. J'ai retrouvé les PV de la gendarmerie. Donc, dans mon livre, vous pourrez lire tout en détail le moment de l'arrestation. 1er août, vers 6h45 du matin, ils sont arrêtés. Les sacs sont fouillés. Donc, la scène se situe à côté de l'oratoire. Les Allemands découvrent les armes dans les sacs. Ils la font monter jusqu'à cet endroit, les mains sur la tête. Alors, ils les font monter jusqu'ici parce qu'il y a des témoins. Donc, les témoins ne voient pas ce qui se passe. Ils entendent juste le bruit des fusils, puisqu'ils sont exécutés. Lorsque les Allemands reviennent, juste avant 7 heures du matin, et ils ont encore des armes, donc ils les ont fouillées. Ils ont leurs papiers, ils ont leur argent, les cartes d'alimentation. Il y a même un Allemand qui revient avec des mocassins. Jean Prévost, on le retrouvera avec le doigt sectionné. Son alliance lui a été volée. Après, cette exécution, parce que c'est une exécution, la route est réouverte. Et donc, il y a une personne qui monte sur engin et puis qui voit les cadavres en contrebas. Alors, les cadavres sont jetés, certains dévalent jusque dans le furon et puis d'autres restent tout au bord. Et donc, on a un témoin oculaire qui permet de décrire la scène. Sur la carte postale, tout en jaune, vous voyez une croix de Lorraine. En fait, c'est la fille de la personne, la bergère, qui montait son troupeau et qui est témoin, qui a raconté la scène à sa fille. Et donc, les jeunes du village, du hameau des Côtes de Sassenage vont monter en pèlerinage avant qu'il y ait la plaque que vous voyez juste au-dessus. Et donc, c'est à l'usine que cette jeune fille confectionne en mémoire des résistants cette croix de Lorraine. Un peu plus tard,
Pierre Dalloz va faire construire donc le mémorial que vous connaissez. Voici les maquisards donc qui sont pour certains issus de la mission Eucalyptus, comme André Julien Dubreuil, qui est lui-même un écrivain, un dramaturge, comme un écrivain comme Jean Prévost. Vous avez Jean Vérat, qui est lui un cheminot, donc qui organise la résistance du rail. Charles Loisel, il nous vient de, de Paris, tout comme Alfred Lézère. Ils sont fouillés à côté de l'oratoire dont vous voyez un morceau de la carte postale. Le pont Charvet, juste avant que les Allemands le fassent sauter. Une photo assez rare, donc c'est la cérémonie de l'enterrement le 3 août 44 au cimetière du Bourg. Les maquisards sont ensuite déplacés au mémorial de Saint-Nizier. Donc ils sont enterrés dans la toute première partie du cimetière du Bourg. Les corps ont été relevés après d'âpres négociations, car les Allemands ne voulaient pas que ces terroristes, les corps des terroristes soient relevés, mais ça posait un problème de salubrité, puisqu'à l'époque, l'eau du Furon était bue par le hameau des Côtes. Je vous fais voir la dernière lettre envoyée, l'une des deux dernières lettres envoyées par Saint-Exupéry. Alors, pour aller vite, Pierre Dalloz, je suis un petit peu passé sur le personnage, mais il connaît beaucoup de personnages. Notamment Saint-Exupéry, qu'il a rencontré par l'intermédiaire d'un ami, Henri de Ségogne, qui est le chef du groupe de haute montagne du club alpin français. Pour la petite histoire, mais c'est très important pour comprendre, Henri de Ségogne, contrairement à Pierre Dalloz, se refuse de collaborer avec Vichy, va à Vichy et il est haut commissaire. Donc il a un pied dans le gouvernement et ça va être un personnage assez intéressant pour la résistance, puisqu'il va permettre notamment à Pierre Dalloz d'avoir des laissez-passer et de circuler librement. Il lui fournit même un emploi de chargé de mission pour les sites et monuments, ce qui permet à Pierre Dalloz de pouvoir circuler officiellement en France. Voilà, je ferme la parenthèse. Et c'est via Henri de Ségogne qu'il rencontre Saint-Exupéry, avec qui il est tout en communion d'esprit. Et Saint-Exupéry écrit 2 lettres avant de prendre sa dernière mission et de disparaître donc le 31 juillet. Saint-Exupéry, le parrain littéraire, c'est Jean Prévost. Le hasard de l'histoire fait que les deux personnages disparaissent à un jour d'intervalle. Et Saint-Exupéry revenait d'une mission de photographie au-dessus des Alpes, notamment la région de Chambéry. Il confie son désarroi à Pierre Dalloz et puis il conclut en disant que lui, finalement, il aurait préféré être jardinier. Le monument que vous connaissez, en mémoire donc des enfants de Sassenage et des maquisards de Pont-Chervé, élevé dans les premières années des années 50. La commune de Sassenage est décorée de la Croix de guerre par le ministre Eugène Claudius Petit le 31 juillet 1949. Donc, c'est à la demande de Pierre Dalloz auprès du Premier ministre et ministre de la Défense, Paul Ramédier, que cette demande est faite et octroyée et accordée très rapidement. Une dernière photo, donc la libération. Nous avons Jacqueline Groll avec les Américains, la légende de la photo. Les Américains nous ont remonté aux côtes avec des pêches et nos vélos. Et donc, c'est en août 44. Pour elle, la séquence très risquée de la guerre se termine. La propriété a été perquisitionnée à plusieurs reprises. Le fils de Pierre Dalloz, donc Guillaume Dalloz, a été interrogé. Il avait 6 ans à l'époque. Donc, la famille et la propriété n'ont pas été ménagées, mais finalement, tout le monde s'en sort bien. Les Sassenageois se réunissent autour du monument aux morts, place de la Gare. C'est dans l'après-midi du 21 août 1944. Vous avez un quatuor d'enfants qui tient le drapeau tricolore, mais également des gerbes. C'est Robert Rostin et puis c'est Pierre Gianez qui nous ont quittés avec Christian Faure.
Voilà, on a un souvenir pour eux. Ils nous ont partagé leurs souvenirs sur ce moment et puis sur beaucoup de choses. Donc, merci à tous ceux qui ont partagé leurs souvenirs, qui m'ont prêté toutes ces photos, parce que sans eux, eh bien, vous n'auriez rien eu, à la fois au niveau du son et de l'image. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Et puis, ben, s'il y a des questions, je suis à vous. Adrien, je te laisse faire, maître de la cérémonie, pour les questions. Là, j'ai pas de retour. Oui, bah merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane pour cet exposé passionnant sur notre histoire nationale et locale. Alors, vous pouvez mettre vos micros en route et puis poser des questions à Stéphane si vous le souhaitez. Ah oui, on a oublié de leur préciser qu'ils pouvaient poser des questions par écrit. Voilà, mais comme on est, voilà, je pense que on est suffisamment, on va pouvoir le faire par oral directement. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et, euh, et poser des questions à Stéphane si vous le souhaitez. Alors, pour tous ceux qui ont pris en route, l'ouvrage est disponible auprès de moi-même, auprès de la boutique des Locavors ou du tabac presse de l'Ovalie. Certains m'ont déjà demandé, on refera pour les beaux jours la randonnée donc sur le plateau de Gèves. Peut-être qu'il y aura un projet de reconstruction de la cabane des Sasnageois. Je n'hésiterai pas à vous le faire savoir à ce moment-là. Voilà. Alors, il est peut-être un peu tard parce que j'ai été très bavard comme d'habitude. Alors, s'il vous vient des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, notamment si vous souhaitez avoir des documents ou vous avez des questions complémentaires. Alors, naturellement, je suis toujours preneur de photographies, de documents et surtout de témoignages sur bah, les maquisards sasnageois, de compléments sur bah, ce que j'ai dit, parce qu'il y a sans doute des gens qui ont un petit plus à apporter. Lors des conférences, à chaque fois, on a le bonheur d'avoir tous ces témoins qui viennent enrichir mes propos. Ouais, merci Stéphane, hein, c'est très intéressant, très bien. Merci d'avoir fait ça. Bon, je ne suis pas très sastageois depuis très très longtemps, donc je n'ai pas grand-chose à y apporter, mais c'était très bien. Merci. Merci. Alors, comme j'ai pas le retour, je vois pas qui a parlé et j'ai pas reconnu la voix. Oui, excuse-moi, c'est Jean-Claude Anderubel. Ah, Jean-Claude, d'accord. Alors, tu pourras participer à la promenade si ça t'intéresse au printemps. D'accord, entendu, merci. J'ai une petite question personnelle. Vu l'investissement que tu mets, cette passion pour l'histoire que tu as, est-ce que c'est quelque chose que tu as développé très jeune ou qui a Alors, venu j'ai plus toujours été, tard oui, intéressé par l'histoire et j'ai toujours été très frustré que l'histoire locale ne soit pas enseignée à l'école. Enfin, quand je dis D'accord. enseigner, qu'il n'y ait pas des temps consacrés. Alors, c'est pour ça que moi, je me rends toujours disponible pour les écoles de Sassenage ou le collège Mhm. pour partager sur l'histoire en général et puis en particulier sur la résistance et puis surtout tous les documents que j'ai pu accumuler parce que c'est un travail phénoménal que j'ai pu faire sur l'été 2024 à l'été 2025 et je trouve dommage de ne pas pouvoir le partager beaucoup plus au-delà du livre et des conférences parce que bah, c'est un patrimoine commun donc, je vais faire des versements au musée de la Résistance et aux archives départementales de manière à ce que ça me survive. Mhm. Voilà, alors ça me survivra avec le livre. Euh, et puis, bah, j'espère que ça donne des idées aux enseignants. Alors, en tout cas, il y en a certains qui sont actifs. Vous avez pu voir dans la première partie de l'exposé, ils font des jeux, ils mobilisent leurs écoles, leurs élèves. Euh, et puis, alors, il y a eu un jeu des sept familles. Il a été à vendre, mais il est épuisé. Je pense c'était il y a une dizaine d'années, l'école des Côtes.
le jeu de plateau que vous avez pu voir, je vais peut-être vous le faire revoir. Ah ben, j'ai pas fini en plus. Le jeu de plateau, il n'est pas à vendre. C'est dommage parce que je pense il y a sans doute beaucoup de Sasnageois qui aimeraient y jouer. Alors, je crois qu'il est possible de l'emprunter à la médiathèque. Voilà. D'accord. Sous couvert que ça soit toujours possible. J'ai oublié de vous faire voir ma dernière diapositive. Donc, on a vu Pontcharvet tout à l'heure, mais c'est le seul endroit du Vercors où vous n'avez pas de signalétique. C'est-à-dire que les nombreux randonneurs qui sillonnent ce chemin de randonnée qui mène en plus au mémorial de Saint-Nizier n'a pas de signalétique pour rappeler le fait d'armes qui s'est produit, mais également le contexte général du Vercors. Donc, j'ai soumis un projet à la mairie qui semble intéresser. Donc, j'ai bon espoir que en 2026 ou fin 2025, on puisse aboutir à quelque chose. Ensuite, j'ai un autre projet. Alors, je l'ai fait l'année dernière, mais cette année, j'ai été pris par le temps. Sur les sépultures des maquisards, de mettre leurs photos avec brièvement leur histoire. Ça fait vivre le cimetière, ça rend hommage aux personnages, et puis ça permet de raccrocher les visiteurs à un morceau d'histoire de Sassenage. Alors je mets ces panneaux à l'occasion du 11 novembre, entre le 1er et le 11 novembre. Là, la photographie, c'était sur les tombes des jeunes Sassenageois morts à Saint-Nizier dans le carré militaire du cimetière du bourg. Voilà. Voilà, c'était un sous-vert, ça prend l'eau. Donc, je vais trouver un moyen d'imprimer ça sur une plaque qui sera un peu résistante aux intempéries. Voilà, voilà pour les autres projets, en plus des visites dans les écoles. Très bonne idée. Voilà. Écoutez, si il y a pas d'autres questions, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. On peut préciser que la conférence est rediffusée sur le site internet de l'association des coachs. Je vais peut-être remettre le, la diapo qui vous permet de revoir. Voilà l'adresse Internet. Donc, il y a toutes les précédentes conférences organisées pendant la période du Covid. Et puis, il y aura celle-ci. Je crois qu'il y a une conférence qui a été enregistrée à l'église Notre-Dame-des-Vignes et qui doit être sur YouTube, je crois. Mais Matériellement, effectivement, elle est c'était disponible filmé. depuis le site aussi. Ouais. Ah, elle est Ça disponible pointe sur aussi. Alors, YouTube. Hmm. d'accord. Voilà. Et puis adhérer à l'association Les Côtes de Sassenage, puisque vous allez pouvoir participer aux conférences historiques. Je vais sans doute organiser une projection, comme nous l'avons fait l'année dernière, sur la façade d'un immeuble aux Côtes. L'année dernière, c'était des toiles, des huiles sur toile qui représentaient Sassenage, les moulins de Sassenage au cours de la période 1850-1920, parce qu'il y a beaucoup de peintres qui sont venus représenter Sassenage, hein, c'était un lieu très prisé, il y avait beaucoup de touristes. Donc, si j'ai le temps, je fais un diaporama sur le thème de la libération et nous ferons une projection avec du vin chaud début décembre. Voilà, voilà les projets. Toujours beaucoup de projets. Parfait, merci. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.